Je m'appelle Benoît Grunemwald, je travaille chez EZ depuis maintenant plus de 17 années et aujourd'hui je suis porte-parole, expert en cybersécurité, c'est-à-dire que j'ai pour mission de vulgariser les concepts de cybersécurité ainsi que nos recherches auprès du grand public, des institutions, des administrations et de l'autorité. Et je porte pour cela la voix de nos 13 laboratoires qui sont répartis dans le monde entier et qui mènent des recherches qui visent à protéger les utilisateurs d'Internet contre les grandes menaces, qu'elles soient pour les particuliers mais également pour les entreprises. Alors, on a une gamme qui est assez large, mais en même temps, on la veut très simple et cette gamme, elle a deux objectifs. Le premier objectif, c'est de protéger le particulier. Le deuxième objectif, c'est de protéger le professionnel. Et il y a une similitude dans les deux gammes. Et pour le particulier, ce qui est très important, c'est de ne pas oublier de protéger son smartphone. Bien souvent, quand on achète un ordinateur ou qu'on a un ordinateur, on a une protection dessus. Par contre, sur son smartphone, qui est aussi un ordinateur, qui est connecté à Internet en permanence, qui a accès à notre vie privée et a beaucoup d'informations sur nous, eh bien, on oublie souvent de protéger son smartphone. Donc, on protège le particulier chez lui, sa maison connectée, son smartphone et même ses enfants grâce au contrôle parental. Les risques sont assez similaires, leurs conséquences est un petit peu différente. Pour les entreprises comme pour les particuliers, on va avoir la fuite de données. La fuite de données pour une entreprise, ça peut être des secrets industriels que l'on peut avoir mis plusieurs années si on fait de la recherche sur des brevets par exemple, la recherche en développement. Quand on est dans le monde de l'aviation ou dans différents domaines bien spécifiques, la fuite de données peut être vraiment préjudiciable. Et ça, c'est la donnée industrielle. Et on a aussi la donnée personnelle, notamment quand on est une entreprise, eh bien, on a énormément d'informations à la fois sur ses clients, mais aussi sur ses employés, ses fournisseurs. Et ces informations-là, si c'est une donnée personnelle, leur fuite peut poser problème aux personnes concernées. Et si on est un particulier, on va avoir la même typologie de problématiques, à savoir que on ne veut pas perdre de l'argent, se faire arnaquer, on ne veut pas que nos informations personnelles fuitent. Je pense notamment à des vidéos ou à des photos que l'on aurait de soi et qui sont intimes et que l'on souhaite garder dans son smartphone, par exemple. Et puis on n'a pas envie que voilà sa vie soit étalée au grand jour ou qu'on se fasse arnaquer. On a effectivement plusieurs types de logiciels et de services et à côté de ça, on a effectivement la sensibilisation. La sensibilisation, ça passe par 3 blogs qui sont d'ailleurs gratuits. Le premier est destiné aux parents et aux enfants, il s'appelle Safer Kids Online. Le deuxième, il est destiné plutôt aux petites et moyennes entreprises, il s'appelle Digital Security Guide. Et le troisième, il est plutôt destiné aux chercheurs en cybersécurité, c'est assez pointu, c'est plutôt technique. Et ça s'appelle We Live Security. Donc ça, ce sont nos 3 ressources qui sont destinées à toute personne qui cherche à mieux connaître et à mieux appréhender, se protéger en cybersécurité. Et puis au-delà de cela, on a bien entendu des logiciels. Ces logiciels, on va les installer d'une manière générale. Je pense à Microsoft 365, Google Cloud, bien entendu les ordinateurs, les serveurs. On va protéger SharePoint. Voilà, on a vraiment un ensemble qui couvre ce qu'une entreprise ou un particulier va utiliser en informatique. Et puis ensuite, on a les services qui vont accompagner ces utilisateurs. Par exemple, des services qui vont aider à faire l'installation, des services qui vont suivre pendant la vie du logiciel, aider le client à mieux comprendre et comment utiliser son logiciel, mais également des services qui vont l'aider à vérifier que sur ces systèmes d'information, c'est plutôt pour les entreprises, il n'y a pas de logiciel malveillant ou d'intrus dans son système. Et ça, c'est ce que l'on appelle le Managed Detection and Response. Et c'est aujourd'hui une pierre vraiment essentiel que l'on doit ajouter dans son niveau de plusieurs couches de protection. Et ça permet aux entreprises de dormir l'esprit tranquille parce que nous, on se charge de surveiller s'il y a des menaces ou pas dans leur réseau informatique. Nous utilisons l'intelligence artificielle depuis 1998. Parce qu'il faut savoir que même si l'intelligence artificielle que l'on a découvert, nous, en tant que grand public, il y a très peu de temps, en fait, l'intelligence artificielle, elle, existe depuis très longtemps.
Donc on utilise cette intelligence artificielle parce qu'on scanne Internet et on reçoit beaucoup de menaces. Et pour pouvoir traiter un volume aussi large de menaces, eh bien on ne peut humainement pas le faire. Il faut l'intelligence artificielle pour nous aider à classer, à trouver des modèles, à trouver des signaux faibles parmi les différentes attaques. Pour autant, l'intelligence artificielle, vous l'avez dit, depuis très longtemps, aide les cybercriminels aussi, pas que nous à défendre, mais aide les cybercriminels à mieux faire leur travail malveillant. Et pour ça, ils vont utiliser notamment les derniers progrès qui ont été faits en la matière pour pouvoir notamment traduire, mais aussi créer des textes qui sont plus vraisemblables peut-être que des vrais textes que pourrait nous envoyer une banque ou un conseiller quel qu'il soit en nous disant j'ai besoin d'accéder à votre dossier, pourriez-vous me rappeler votre login, votre mot de passe, voilà, des arnaques de ce type-là. Et on sait que l'intelligence artificielle aide les cybercriminels à faire plus et à faire mieux. Moi, le premier conseil que je peux donner, c'est un conseil de bon sens et de vigilance, c'est que si c'est trop beau pour être vrai, il faut se méfier. J'aimerais bien pouvoir faire un travail 1 heure par jour et gagner un salaire équivalent à celui d'un professeur émérite dans une université ou d'un chercheur en menace dans un cabinet, une société éditrice de logiciels. Sauf que c'est pas possible. Donc, lorsque vous recevez une proposition de ce type-là, posez-vous les bonnes questions, soyez vigilants. Il y a de fortes chances pour que ça soit une arnaque. Il y a de fortes chances pour que soit le travail soit illicite. Après, vous prenez vos responsabilités, mais le travail est souvent illicite. Et si le travail n'est pas illicite, c'est qu'en fait, il n'existe pas. Et bien souvent, on va vous demander pour commencer à travailler de vous payer quelque chose ou de donner votre relevé d'identité bancaire ou de donner des codes qui vont permettre d'accéder à ceci ou à cela. Et en fait, c'est comme ça que les cybercriminels vont mettre un pied dans votre intimité et pouvoir vous subtiliser de l'argent parce que eh bien, ils vont vous attirer avec un projet qui est trop beau pour être vrai. Donc ça, c'est le premier conseil, c'est la vigilance. Le deuxième conseil, c'est que lorsque vous lancez dans les crypto-monnaies, par exemple, ou d'autres éléments, on va dire, crypto-actifs, sachez qu'il y a des logiciels dont le travail est de s'installer sur votre ordinateur et de récupérer les accès à ce qu'on appelle les wallets, donc les portefeuilles qui gèrent les monnaies électroniques. Et notamment, ces logiciels arrivent au moment où vous allez copier-coller votre adresse de wallet, donc l'identifiant unique de votre wallet, à subtiliser et à modifier le presse-papier pour dire quand vous collez, donc vous copiez votre adresse, elle est bonne, et au moment où vous allez la coller, eh bien le logiciel malveillant va intervertir votre adresse par l'adresse du cybercriminel. Ce qui fait que si vous faites une transaction un peu rapidement sans vous rendre compte, vous copiez-collez votre adresse de votre wallet, c'est sécurisé, vous le collez par exemple dans le navigateur pour transmettre un cryptoactif d'un site A à un site B pour une raison X ou Y, et bien là, le cybercriminel va en profiter pour prendre les fonds et les envoyer chez lui. Donc, encore une fois, logiciel de sécurité qui va vérifier et éviter qu'il y ait des logiciels malveillants qui s'installent. Et puis le troisième conseil, c'est que à partir du moment où il y a des sujets qui font le buzz, j'ai envie de dire, il faut s'y intéresser, mais il faut rester vigilant parce que dès qu'il y a de l'activité autour d'un sujet, eh bien il y a forcément des personnes qui vont graviter autour et qui vont essayer de récupérer malheureusement de manière malveillante, bien souvent des fonds. On l'a vu, notamment quand il y a des catastrophes naturelles, des séismes, des conflits, des cagnottes qui peuvent se mettre en place. Et malheureusement, parfois, des personnes sans scrupules vont monter une fausse cagnotte qui vont faire des appels aux dons. Sauf que ces dons n'iront jamais aux victimes, elles iront plutôt à ces personnes malveillantes. Donc, encore une fois, c'est la vigilance qui va nous permettre de détecter que le message qui peut être extrêmement
fort, qui provoque en nous une émotion. Bien sûr, on a envie d'aider ces personnes, mais il faut avant prendre conscience du site sur lequel on va aller, à qui on va envoyer l'argent et s'assurer que c'est bien une vraie association qui est derrière et pas une arnaque. Donc voilà, cette vigilance doit être de mise. La suite de sécurité, en fait, elle va être installée par exemple sur le smartphone Android, mais également sur l'ordinateur. Et à partir du moment où il va y avoir un logiciel malveillant qui va tenter de s'immiscer dans l'ordinateur, eh bien la suite va l'arrêter. Et ensuite, si on est sur son smartphone par exemple et qu'on a un appel au don, et bien quand on va cliquer dessus, la suite de sécurité va nous dire « Ah, attention, tu es en train d'aller sur un site internet qui est malveillant ». Et donc, c'est une barrière qui va nous aider à nous poser les bonnes questions avant de donner de l'argent, par exemple. La cybersécurité ne peut pas se faire tout seul. EZ est présent dans plus de 180 pays. On est 2500 personnes, 13 centres de recherche et développement. Nous voyons énormément de choses qui se passent sur Internet, des activités de cybercriminels. Et nous n'avons pas de pouvoir de justice. Notre objectif est de protéger les utilisateurs d'Internet, mais nous ne sommes pas la police. On ne juge pas, on n'a pas d'opinion politique et on n'est pas là pour dire si c'est bien ou si c'est mal. La seule chose que l'on peut définir, c'est si vous avez un ordinateur ou un smartphone, est-ce que le logiciel ou est-ce que le site internet sur lequel vous êtes en train d'essayer d'aller va vous porter atteinte à vous en tant que personne. Et à partir du moment où on a découvert cela, on va vous protéger. Et si on voit que l'ampleur est importante, eh bien on va pouvoir travailler avec les forces de l'ordre, parfois dans un pays, parfois de manière coordonnée, je pense à Europol par exemple, où on va sur différents pays pouvoir coordonner les forces de police et nous, on va amener des éléments techniques qui vont permettre aux forces de l'ordre de faire leur travail avec un maximum d'informations, mais nous on reste dans notre rôle qui est de fournir ces informations.